Bonjour, salam alaikum. On va faire un TD d'histologie numéro 3 concernant l'appareil urinaire. Avant de voir quelques coupes histologiques du parenchyme rénal, on va voir un schéma montrant un rein en coupe sagittale. Donc chaque rein présente une forme d'un grain d'haricot. Il est limité par une capsule fibreuse. Et à l'intérieur, vous avez le parenchyme rénal qui est organisé en deux zones. Une zone périphérique qu'on appelle la corticale et une zone centrale qu'on appelle la médullaire. Pour la médullaire, elle est formée par deux types de pyramides. Les grandes pyramides qu'on appelle les pyramides de Malpighi et les petites pyramides qu'on appelle les pyramides de Ferrin. Chaque pyramide de Malpighi présente un sommet et une base. Par l'intermédiaire du sommet, la pyramide de Malpighi débouche par une papille dans une petite calice. Et pour la base, sur laquelle va s'insérer les petites pyramides qu'on appelle les pyramides de Ferrin. Pour la corticale, elle est formée par trois parties qui sont le cortex corticis, c'est la partie de la corticale périphérique qui se trouve au-dessous de la capsule. Puis vous avez le labyrinthe rénal, c'est la partie de la corticale qui se trouve entre les pyramides de Ferrin. Et en fin de compte, vous avez les colonnes de Bertin, c'est la partie de la corticale qui passe à travers les pyramides de Malpighi. Pour les voies excrétrices, vous avez des voies intrarénales et des voies extrarénales. En ce qui concerne les voies intrarénales, commence par les petits calices qui vont fusionner par la suite pour donner les grands calices. À leur tour, les grands calices vont fusionner pour donner les bassinets. Et le bassinet, il est suivi par une voie extrarénale qu'on appelle l'urétère qui débouche au niveau de la vessie. Commençons par la première diapo. Il s'agit d'une coupe histologique faite au niveau d'un rein d'un singe. Coloration hématoxyline iosine. Donc vous avez cette rein est limité par une capsule fibreuse et à l'intérieur, le parenchyme rénal est organisé en deux zones de topographie et de couleurs différentes. Une zone corticale qui apparaît plus foncée, dans laquelle on observe des petites vésicules. Il s'agit des glomérules de Malpighi. À côté de ces derniers, vous avez des tubes contournés proximaux et distaux. Puis vous avez une deuxième zone qui apparaît plus claire, qui se trouve dans la partie centrale du rein. Il s'agit de la médullaire, dans laquelle vous avez des canaux collecteurs ainsi que les anses de Halley avec leurs branches descendantes grêles et branches ascendantes épaisses larges. On est toujours dans le parenchyme rénal. Cette fois-ci, on va étudier la zone corticale. Donc on observe une capsule fibreuse. Puis vous avez le cortex corticis, qui est une partie de la corticale périphérique qui se trouve au-dessous de la capsule. Et on observe à l'intérieur du parenchyme rénal des glomérules de Malpighi, qui sont de deux types. Vous avez des glomérules de Malpighi corticaux et des glomérules de Malpighi juxtamédullaires qui se trouvent à côté de la médullaire. On a ici une coupe histologique faite au niveau du parenchyme rénal, coloration hématoxylidosine, grossissement 10 x 10. Donc on a dit que ce parenchyme rénal il est organisé en deux zones. On remarque ici la présence de la corticale périphérique et de la deuxième zone médullaire centrale. Dans la corticale, on trouve en 1 le cortex corticis. C'est une partie de la corticale périphérique où il y a l'absence de glomérules de Malpighi. En 2, c'est une veine étoilée de Verrier qui se trouve dans le cortex corticis et qui va collecter le sang veineux. En 3, c'est un glomérule de Malpighi cortical. Et on observe dans cette coupe plusieurs glomérules de Malpighi qui se sont des petites vésicules de deux types. Vous avez des glomérules de Malpighi corticaux qui se trouvent dans la corticale périphérique et un deuxième type de glomérule qu'on appelle les glomérules juxtamédullaires qui se trouvent dans les labyrinthes rénales.
Ce labyrinthe rénal, c'est une partie de la corticale qui est emprisonnée entre les pyramides de Ferrin. En 4, c'est des coupes transversales des différents tubes contournés proximaux et distaux. En 5, c'est une pyramide de Ferrin. Et dans cette coupe, on observe deux pyramides de Ferrin, une à droite et l'autre à gauche. Dans chaque pyramide de Ferrin, on trouve le début des canaux collecteurs, dans lesquels débouchent les tubes contournés distaux des différentes néphros, corticaux et juxtamédulaires. En 6, c'est une pyramide de Mapighi, dans laquelle on trouve le reste des canaux collecteurs, plus les anses de Halley, avec leurs branches descendantes grêles et leurs branches ascendantes épaisses. En 7, c'est des sections d'une veine et d'une artère arciforme qui se trouvent au niveau de la base d'une pyramide de Mapighi. On est toujours au niveau du parenchyme rénal. On observe dans cette coupe plusieurs glomérules de Mapighi qui sont alignés et se trouvent dans des labyrinthes rénaux. Entre ces labyrinthes rénaux, on observe des petites lumières. Ces petites lumières appartiennent aux canaux collecteurs qui vont se regrouper pour former les pyramides de Ferrin. On a ici un schéma, une coupe histologique au fort grossissement avec coloration trichrome de Masson d'un glomérule de Mapighi. Ce glomérule de Mapighi, il est formé par deux éléments, par une capsule de Bowman et un peloton vasculaire. Pour la capsule de Bowman, elle est formée de deux feuillets. Un feuillet externe pariétal qui va s'incurver au niveau du pôle vasculaire en pénétrant va donner un deuxième feuillet interne qu'on appelle le feuillet viscéral, formé par des cellules spéciales qu'on appelle podocytes. Entre les deux feuillets, vous avez la chambre glomérulaire où se fait la formation de l'urine primitive après filtration. Pour le peloton vasculaire, il est formé par l'intermédiaire d'une artériole afférente qui va aborder le glomérule par son pôle vasculaire. Elle va donner des capillaires de type fénétré. Puis ces capillaires vont se réunir pour donner une deuxième artériole qui va sortir du glomérule, qu'on appelle artériole efférente. On a ici un schéma qui vous montre les deux parties du parenchyme rénal, le cortex, la partie corticale, et la médullaire, la partie interne centrale. Dans la partie corticale, c'est-à-dire le cortex, on observe ici deux glomérules de Mapighi. Devant chaque glomérule, vous avez le tube contourné proximal et le tube contourné distal, ainsi qu'une artère et une veine interlobulaire. Dans la médullaire, qui se trouve au-dessous, elle est représentée par une pyramide de Mapighi, dans laquelle on trouve des anses de Halley, ainsi que les canaux collecteurs. Chaque canal collecteur débouche dans la papilline pyramide de Mapighi par l'intermédiaire d'un petit orifice qu'on appelle area cribosa. On a ici un fort grossissement montrant la médullaire rénale, dans laquelle on observe deux glomérules de Mapighi juxtamédulaires qui se trouvent dans les labyrinthes rénaux. À côté de ces labyrinthes rénaux, vous avez des coupes longitudinales, des canaux collecteurs qui vont former ce qu'on appelle les pyramides de Ferrin. Et ces pyramides de Ferrin vont déboucher dans la grande pyramide qui se trouve en bas, qu'on appelle la pyramide de Mapighi. On est toujours au niveau de la médullaire, spécialement pyramide de Mapighi, dans laquelle on observe plusieurs sections des différents canaux collecteurs qui possèdent un diamètre volumineux et plusieurs anses de Halley avec leurs branches grêles descendantes et leurs branches épaisses ascendantes. On est devant une coupe histologique au niveau de la base d'une pyramide de Mapighi, où on observe en haut une partie de la corticale dans laquelle vous avez un glomérule de Mapighi juxtamédulaire et tout autour des coupes transversales des différents tubes contournés proximaux et distaux. En bas, c'est la médullaire
qui appartient à la pyramide de Malpighi, dans laquelle vous avez des sections des canaux collecteurs ainsi que les anses de Halley. Et au milieu, vous avez une artère arciforme, avec une lumière large et une paroi plus ou moins épaisse. Après le parenchyme rénal, on va passer aux voies excrétrices et plus spécialement l'urétère. Donc ce que vous voyez devant vous, c'est une coupe histologique faite au niveau de l'urétère. Coloration hématoxyliosine avec un faible grossissement 4x10. Donc l'urétère, il est formé par 3 couches qui sont premièrement muqueuse, deuxièmement musculeuse, troisièmement l'adventice. Pour la muqueuse, elle est formée par un épithélium type urinaire, c'est-à-dire pseudostratifié polymorphe qu'on appelle aussi urothélium, fait par 4 à 5 couches cellulaires avec 3 types de cellules. On trouve les cellules basales, les cellules intermédiaires en raquette de tennis et les cellules superficielles qu'on appelle aussi des cellules en parapluie qui peuvent être parfois binucléées. Cet épithélium repose sur une membrane basale qui le sépare d'un chorion conjonctivo-vasculaire. Puis on va passer à la deuxième couche qui est la musculeuse. Elle est formée par des fibres musculaires lisses, disposées en 2 plans, l'interne longitudinal et externe circulaire dans les 2 tiers supérieurs. Par contre, au niveau du 1 tiers inférieur, la disposition des fibres musculaires lisses, elle est faite de 3 couches. L, C, L. Longitudinale interne, circulaire la moyenne, longitudinale externe. Et en fin de compte, vous avez la troisième couche qui est l'adventice. C'est un tissu conjonctif lâche contenant de tissu adipeux, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et des filets nerveux. On est toujours au niveau de l'urétère avec un fort grossissement centré sur la muqueuse et une partie de la musculeuse. Pour la muqueuse, elle est formée par un épithélium pseudo-stratifié polymorphe avec les 3 variétés cellulaires, reposant sur une membrane basale qui le sépare d'un chorion conjonctivo-vasculaire. Pour la deuxième couche qui est la musculeuse, on voit ici uniquement la couche interne longitudinale. On est toujours au niveau de l'urétère où on observe les 3 couches concentriques qui sont la muqueuse, la musculeuse et l'adventice. Cette coupe elle est centrée plus sur l'adventice qui est très bien développée. Elle est formée par un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé et innervé. On observe sur cette coupe beaucoup de tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse, beaucoup de vaisseaux sanguins. On observe une artériole et une vénule, ainsi que des filets nerveux appartenant au système nerveux sympathique et parasympathique. Après l'urétère, on va passer à la vessie. La paroi vésicale, elle est faite de 3 couches, une muqueuse, une musculeuse et un adventice. Pour la muqueuse, elle est faite par un épithélium type urinaire polymorphe pseudostratifié qu'on appelle aussi urothélium, formé par 6 à 8 couches cellulaires reposant tous sur une membrane basale qui le sépare d'un chorion conjonctivo-vasculaire. Puis on a la deuxième couche intermédiaire qui est la musculeuse. Elle est plexiforme, elle est faite par des fibres musculaires lisses disposées en 3 plans, comme le 1 tiers inférieur de l'urétère. LCL, longitudinale interne, circulaire moyenne, longitudinale externe. Après la musculeuse, on a la troisième couche externe protectrice qui est l'adventice, faite d'un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé et innervé. Elle fusionne sur sa paroi postérieure avec le feuillet viscéral du pérétoile. Elle présente une partie qu'on appelle trigone qui se trouve entre l'abouchement des 2 urétères et le départ de l'urètre.
On va passer à la dernière diapo de la paroi vésicale, montrant un fort grossissement de la muqueuse. Pour l'épithélium de cette muqueuse, il est toujours type urinaire, pseudostratifié polymorphe, formé par 6 à 8 couches cellulaires avec 3 types de cellules. Premièrement, les cellules basales. Deuxièmement, les cellules intermédiaires dans la forme en raquette de tennis. Troisièmement, les cellules superficielles dans la forme en parapluie. Ces cellules superficielles possèdent un noyau globuleux, parfois elles peuvent être binucléées. Elles possèdent un épaississement de feuilles externes de leur membrane cytoplasmique du fait de l'existence d'une substance chimique qu'on appelle la cuticule, dont l'intérêt est de renforcer la paroi vésicale et empêcher toute pénétration des urines à travers cette paroi. L'ensemble de ces cellules repose sur une membrane basale qui le sépare d'un chorion conjonctivo-vasculaire qui contient des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des fils nerveux et beaucoup de fibres élastiques pour donner une certaine élasticité de la paroi vésicale.